Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Dans cette vidéo, on va voir comme d'habitude l'analyse technique du jour, également le point sur le trade que j'ai engagé. Et puis surtout, on va se tourner vers les unités très longues pour les indices américains, puisque ce sont les indices américains qui donneront le là de la reprise à mon avis. Et c'est également sur ces unités longues qu'il faut maintenant, je pense, trouver des repères intéressants, les unités journalières étant bafouées en période de panique et de crash, comme on le vit actuellement. Voilà, je vous retrouve de l'autre côté. Ah bah nous en sommes sur le CAC 40. Alors j'ai été assez optimiste personnellement, à tort visiblement, puisque j'espérais que ce gap des 4038, 4059 serait comblé. On en était vraiment pas très loin, à quelques points près, mais malheureusement l'effondrement du pétrole, encore une journée horrible, à moins 20%, on a connu moins 24% dans la séance, c'est hideux. Vous imaginez comment les valeurs pétrolières et les indices qui représentent et qui sont chargés, qui sont riches en valeurs pétrolières, comme le CAC avec notamment Total, eh bien, souffrent de cette évolution, de ces évolutions. En tout cas, comblement de gap, il n'y a pas eu, et c'est important parce que ce gap-là, on pouvait se demander s'il s'agissait d'un gap de continuation, ou alors plutôt d'un gap d'essoufflement. Gap de continuation, ça veut dire, voilà, on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte ça par-delà le gap, de cette manière, ça vous donne la distance parcourue ainsi. Ça vous donne un objectif qui a quasiment déjà été rallié, donc on va dire que ça n'apporte pas véritablement grand chose, mais l'espoir c'était surtout qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement, c'était un gap qui met fin à une tendance donnée, en l'occurrence ici qui aurait mis fin à la tendance baissière s'il avait été comblé, mais il n'a pas été comblé. S'il avait été comblé, c'est pas trop tard, je me donne jusqu'à vendredi pour considérer que c'est un gap d'essoufflement. Là par contre ça voudrait dire une reprise de la hausse avec un rebond purement technique. D'ailleurs je vous rappelle que si vous voulez vraiment suivre au plus près graphiquement, vous pouvez vous considérer en dessous d'une oblique comme ça, un passage au-dessus de l'oblique déclencherait peut-être un scénario en 1, 2, 3 sur lequel je reviendrai plus tard. Pour l'instant c'est purement fictif, puisque pour l'instant on est juste en dessous de l'oblique avec aucun signe de rémission. En tout cas, à suivre ça de près, il faut que je vous parle de ce scénario 1, 2, 3 si il apparaît. Vous remarquerez également que le support journalier ici des 3788, 3916 a été bafoué. Encore une fois, je le dis, je le répète, il faut vraiment être raisonnable et logique. On ne peut pas espérer des résistances et des supports journaliers qui résistent à des moments de panique tels qu'on les connaît actuellement. Donc, il n'y a rien de plus important au moment où je parle que les supports, les résistances sur les unités longues, les données hebdomadaires, mais surtout mensuelles et trimestrielles sur lesquelles je vais revenir. Il y aura forcément un support qui à un moment donné journalière qui va tenir, mais c'est surtout encore une fois lorsqu'il coïncidera avec un support mensuel ou trimestriel qu'il faudra trouver des bonnes raisons d'y croire. Pour l'instant, encore une fois, c'est simplement pour baliser au jour le jour les évolutions. Vous remarquerez également que la bougie du jour est pas du tout du même tonneau que les précédentes, puisque la bougie du 16 mars et la bougie du 17 mars terminaient toutes les deux dans le tiers haussier, signe d'une force intrinsèque assez forte. Malheureusement, la bougie du jour termine dans le tiers baissier, et ça c'est exactement le signal inverse qui est envoyé. Regardez, il faut remonter au 4 mars pour avoir une bougie verte, c'est-à-dire une bougie avec une force intrinsèque haussière, c'est-à-dire une bougie qui termine plus haut qu'elle a ouvert, et c'est encore pas pour cette journée. Nous avons également à suivre les éléments purement techniques. Alors à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui est, on va mettre toutes les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir, la M20 est descendante, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. La M7 est descendante, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Et puis vous voyez, la Bollinger supérieure descend et la Bollinger inférieure descend aussi. On se met en situation de parallèle baissière, c'est-à-dire une sorte de canal qui va accompagner la baisse. Bon, c'est pas du tout folichon, vous vous en doutez. Regardez également les éléments autres. Alors, je vais rapetisser ça.
Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est trois choses. La première des choses, c'est que les indicateurs techniques rapides, que sont le stochastique et le MACD, qui ont délivré un signal haussier timide sur la séance de mercredi pour l'un et pour lundi pour l'autre, eh bien, n'ont pas été invalidés. Pour l'instant, ces deux indicateurs sont toujours bien au-dessus de leur signal. Malheureusement, la propagation aux indicateurs techniques lents, qui est importante, indispensable pour que l'on puisse parler de nouvelles tendances, n'est pas faite. Le RSI est toujours en dessous de 50, le momentum sous 0, le MACD sous son signal. Par contre, à noter que les volumes décroissent, ça veut dire qu'on arrive à un point où les mains faibles ont lâché l'affaire, c'est-à-dire que la baisse est évidente. Aujourd'hui, on abandonne quand même 5,94%. J'ai même oublié de le dire tellement on est habitué à ces chiffres rouges. Mais la baisse se fait avec des volumes beaucoup moins importants, ce qui montre bien, encore une fois, que voilà, les mains faibles ont lâché. Maintenant, il reste quand même les durs à cuire. Ce sont quand ces durs à cuire auront eux-mêmes abandonné qu'on pourra envisager éventuellement un rebond durable. Mais en tout cas, c'est assez positif de voir que la panique qu'on a assisté au cours n'est pas portée par des volumes croissants. Autrement dit, c'est mieux, voilà, clairement. Par contre, toujours pas de divergence haussière sur les indicateurs techniques importants, ce qui est assez intéressant parce que généralement, les hausses apparaissent après des divergences. Ok. Alors maintenant, ah oui, l'Ichimoku, parce que c'est important d'en parler. L'Ichimoku nous enseigne qu'il n'y a rien de neuf, en ce sens que la tendance est toujours désespérément baissière. Vous allez le voir ici, on est toujours en dessous de la SSA, on est en dessous de la SSB, on est en dessous de la Kijun, en dessous de la Tenkan. Voilà. Avant de passer au reste, et avant que j'oublie, parce que je voulais vraiment le faire, vous savez que j'ai la chance de ne pas vivre en France actuellement avec les confinements. Je vous souhaite et j'espère que vous serez braves, courageux comme les Français le sont et que vous passerez l'étape assez du mieux possible. Et bien sûr, tout mon soutien à ceux qui ont dans leur famille ou qui eux-mêmes ont été infectés par le virus. Voilà, je reviens à mes données trimestrielles. Alors attention, on va commencer par le Dow Jones. Alors le Dow Jones, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les données trimestrielles. Ok, regardez ça. Nous avons ici la crise de 2000 qui a eu pour effet une baisse. On est en données trimestrielles. Imaginez-vous bien, chaque bougie correspond à 3 mois de cotation. C'est difficile de faire plus long terme que ça. Ok, donc regardez un petit peu ça. Ça nous donne en 2000 une baisse de 40%. En 2007, après la crise de la bulle Internet, la crise des subprimes et des dettes souveraines, moins 54%. Actuellement, ok, pour la crise du coronavirus, on en est à une baisse ici qui est alors je vais le montrer, voilà, pour l'instant on en est, mince, je me suis loupé, voilà, c'est ici. Pour l'instant on en est à une baisse de 33%. Ok, le plus important, c'est de noter que ce support trimestriel, excusez du peu, 21 700, 23 400, pour l'instant a lâché. Il ne reste plus beaucoup de temps pour repasser au-dessus. On est le 19 mars. Et nous avons donc toujours la possibilité d'envisager, et ça me semble assez évident, qu'en cas de clôture trimestrielle en dessous des 21 700, 23 400, pour le Dow Jones, c'est rendez-vous sur les 17 630, 18 160, qui correspondent d'une part à une baisse du même tonneau, on va dire, que ce à quoi on peut s'attendre pour des crises majeures. 40%, ça serait l'équivalent de 2000. Je vous montre également 1987, parce que regardez la configuration de 1987, c'est la solution qui serait la meilleure pour nous, puisque c'est assez violent, mais ça se fait rapidement. C'est comme un sparadrap qu'on arrache. Voilà, on a perdu 41% en un trimestre. Ok, boum. Donc, pour l'instant, vous l'avez compris, 40% c'est la norme. 40%, ça nous amène pour les crises majeures à 17 630, 18 360 qui est la prochaine zone de support, parce que c'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, de support. Je pense que c'est là qu'on va. La vraie question, à mon avis, mais encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux et pardonnez-moi de ne pas pouvoir être plus que allusif, je ne veux pas non plus vous entraîner dans des délires d'analyse technique. Voilà, j'ai quand même des responsabilités, il faut être très hypothétique toujours. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas y aller d'un coup. Je pense qu'on va avoir, c'est mon scénario, à un moment ou un autre, un rebond du chat mort et une nouvelle attaque.
Ok, c'est mon idée, c'est ce que je vais trader et c'est ce que j'ai tradé actuellement avec... Ah, j'ai oublié de parler de mon trade aussi, d'ailleurs j'y reviendrai à la fin. Regardez maintenant le SP500 hein, qui est un petit peu différent, donc qui est, pour ceux qui l'ignorent, hein, l'indice des 500 plus grandes capitalisations américaines. C'est un petit peu différent puisque là, la baisse nous a déjà amené sur le prochain support là qui est 23,40, 25,10. Pour l'instant, il est en train de tenir. C'est pour ça également que si on n'a pas beaucoup de support au niveau du Dow Jones qui est en train de casser son support, on en a toujours pour le SP500. Donc tout est possible. Il faut savoir que le SP500, parce que c'est pas 30 entreprises mais 500, est quelque part plus significatif. Donc pour l'instant, on peut rebondir sur cette zone-là. On est bien sur une zone de support trimestriel, c'est colossal. Par contre, en cas de cassure, on irait chercher les moins 40% en 2060, 2135. Là aussi, il est intéressant de regarder ce que ça a donné au niveau des précédentes corrections. Bulle Internet, moins 50%. Crise des dettes souveraines et crise des subprimes, moins 60%. 60% d'un côté, 50% de l'autre. Donc voilà, quelque part, si on pense que ce qu'on vit actuellement est aussi grave que ce qui s'est passé auparavant, voilà ce à quoi on pourrait s'attendre, mais ce n'est encore une fois qu'un scénario de travail. Maintenant, je vais vous montrer pour avoir une idée ce qui se passe sur le CAC 40 GR, c'est-à-dire avec dividendes réinvestis, ok, qui ressemble plus en fait au Dow Jones puisque les dividendes sont réinvestis. Donc nous sommes bien quasiment sur un support. Là on a perdu 63% en 2000, on a perdu 57% en 2007, 40% c'est ça. Ça nous amène sur cette zone des 8670 en CAC 40 GR. Pour avoir quelque chose de similaire à ce qu'on avait sur les deux précédentes crises, il faudra attendre le CAC 40 sur les 7900. Ok, je vous donne simplement ça pour que vous ayez une idée d'un graphe qui ressemble à celui du Dow Jones avec les dividendes réinvestis. Maintenant, je reviens sur mon CAC 40 normal, spot comme on dit. Bon, c'est moins beau, mais en tout cas, là aussi, hein, si on s'attend à quelque chose d'aussi horrible que sur les indices autres, eh bien c'est moins 60 à moins 65%. On est actuellement ici à moins 40%. Pourquoi pas ne pas envisager là aussi une correction en deux temps. Dans un premier temps, les acteurs qui se calment avant d'avoir une deuxième attaque. Hein. Voilà ce que je voulais absolument vous montrer. Je reviens sur mon CAC 40 en données journalières pour vous tenir au courant de mon trade haussier. Je vous rappelle que j'ai pris un trade haussier, c'était donc hier, c'était donc le 17 mars. Hein. Je l'ai pris à peu près là sur le support. Quand on a rebondi en intraday, j'ai un stop qui est en dessous de ce support, dans un stop très large, hein, je crois qu'on en est voilà, à la louche, hein, parce que c'est pas mon seul trade actuellement, donc je ne l'ai pas forcément en tête, mais on doit être à peu près à moins 10, moins 11% de stop loss. Je ne peux pas envisager d'aller chercher moins que la moyenne mobile à 20 jours pour que ce soit intéressant. Hein. Donc si on va chercher la moyenne mobile à 20 jours, imaginons qu'on le rencontre là, voilà, ça fait 17%, on est à 1,5 de ratio gain-risque, ça me va. Et je vous rappelle encore une fois, je trade toute la journée, ok, ce n'est qu'un trade parmi d'autres, je joue des petites portions de mon capital à chaque fois. La perte, si je perds ce trade, j'aurais perdu 0,5% de mon capital de trading. Faites très attention, 1 c'est dangereux, 2 c'est super volatile, 3 il faut vraiment adapter votre trade aux circonstances actuelles. Hein. Je ne joue pas la moitié de mon capital de trading sur un trade. Hein. En ce moment, je dois avoir 6 ou 7 trades engagés. Celui-là n'est qu'un parmi d'autres. Voilà, je suis désolé, c'est très long en ce moment, mais je reçois tellement de messages que j'essaye de vraiment répondre à travers ces vidéos aux plus de questions. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, si faire se peut, et bon courage mes chers compatriotes.